Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, partons pour l'Australie, 1989. Il y a des silences qu'on n'entend qu'une fois qu'ils ont tout pris. Des maisons où l'air semble trop léger, où les berceaux se balancent seuls, et où le chagrin finit par ressembler à la folie. Kathleen Folbig, jeune mère, perd 4 enfants en 10 ans. Des morts inexpliquées. Des nuits sans réveil. On parle de malchance, puis de meurtre. Son journal intime devient une arme. Et la justice la condamne pour l'impensable. Avoir tué ses propres bébés. Mais des années plus tard, la science découvre ce que la peur n'avait pas su voir. Une mutation génétique rare, capable d'arrêter un cœur sans laisser de traces. Alors, monstre ou victime? Coupable ou symbole d'une époque qui n'écoute pas les femmes? Le doute, lui, ne dort jamais. Ferme les yeux. Laisse la nuit venir. Et écoute cette histoire vraie. Celle d'une mère, d'un deuil, et d'un silence. Que même la vérité n'a pas su briser. Bienvenue pour un voyage au cœur des ténèbres. Singleton, Australie, 1989. Une petite ville où les maisons se ressemblent, où les vies se ressemblent, où l'on rêve simplement de normalité. Kathleen et Craig Folbig habitent une maison modeste. Un jardin. Une clôture. Des volets clairs. Rien qui attire l'œil. Rien qui inquiète. Ils se sont rencontrés jeunes. Kathleen avait 15 ans. Craig quelques années de plus. Une piste de danse. Un regard. Une promesse. Elle l'a vu comme son chevalier. Celui qui la sauverait de tout ce qu'elle portait en silence. Car Kathleen porte beaucoup. Enfant, elle a vu sa mère mourir. Pas d'une maladie. Pas d'un accident. Poignardée. 24 coups de couteau. Par son propre père. Elle avait 18 mois. Trop jeune pour se souvenir. Assez vieille pour que quelque chose se brise. Après, il y a eu l'orphelinat. Les murs froids. Les lits alignés. Les prières qu'on récite sans comprendre. Puis les familles d'accueil. D'abord une. Puis une autre. Puis une troisième. Jusqu'à ce qu'une famille accepte de la garder. Les Marlborough. Ils l'ont élevée. Ils l'ont aimée, peut-être. Mais le poids du passé ne s'efface jamais complètement. Kathleen a grandi en sachant qu'elle était différente. Qu'il y avait en elle quelque chose de cassé, hérité, transmis par le sang. À l'adolescence, elle a appris la vérité. Que son père était un meurtrier. Que sa mère était morte dans la rue. Que ce nom qu'elle portait n'était pas vraiment le sien. Elle n'en a pas beaucoup parlé. Mais elle a commencé à écrire. Des journaux intimes. Des pages et des pages. Pour mettre des mots sur ce qui ne pouvait pas se dire. Quand elle a rencontré Craig, elle a cru que tout changerait. Qu'elle pourrait enfin être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de normal. Une femme, une épouse, peut-être une mère. Ils se sont mariés en 1987. 2 ans plus tard, Kathleen tombe enceinte. La grossesse est difficile. Pas physiquement. Émotionnellement. Kathleen a peur. Peur de ne pas savoir faire. Peur de ne pas savoir aimer. Peur de transmettre cette noirceur qu'elle sent en elle. Mais Craig la rassure. On va y arriver. On sera une vraie famille. Et elle veut y croire. Le 2 février 1989, Caleb naît. Un petit garçon. Fragile. Bruyant quand il respire. Les médecins disent que ce n'est rien. Un larynx un peu mou. Ça passera avec le temps. Kathleen ramène son bébé à la maison. Et c'est là que le silence commence. Pas un silence de paix. Un silence d'angoisse. Kathleen ne dort plus. Elle écoute la respiration de Caleb. Ce souffle irrégulier. Ce bruit qui parfois s'arrête. Avant de reprendre, elle se lève 10 fois par nuit. Vérifie qu'il respire encore. Pose sa main sur son petit torse. Craig dort profondément. Il a toujours dormi profondément. Il ronfle même. Alors c'est elle qui veille. Les jours passent. Kathleen s'épuise. Elle qui aimait sortir, voir ses amis, aller à la salle, se retrouve prisonnière de cette maison. De ce bébé qui pleure. De cette peur qui grandit. Elle écrit dans son journal. Je ne sais pas si je suis faite pour ça. Je ne sais pas si je peux. Le 20 février, Caleb a 19 jours.
Kathleen le couche dans la chambre d'à côté. Il dort. Enfin, il semble dormir. Elle retourne se coucher. Et puis, au milieu de la nuit, quelque chose la réveille. Pas un cri. L'absence de cri. Elle se lève. Va voir Caleb. Il est immobile. Trop immobile. Elle le touche. Il est encore chaud. Mais il ne respire plus. Kathleen hurle. Craig se réveille en sursaut. Court dans la chambre. Elle tient Caleb dans ses bras. Le secoue doucement. Comme pour le réveiller. Mais il ne se réveille pas. Les ambulanciers arrivent. Ils tentent de le réanimer. Massage cardiaque. Oxygène. Rien. Caleb est mort. À l'hôpital, les médecins parlent de mort subite du nourrisson. Un terme qu'on utilise quand on ne comprend pas. Quand un bébé meurt sans raison apparente. Ce n'est la faute de personne. Ça arrive. On ne sait pas pourquoi. Craig pleure. Kathleen reste silencieuse. Dans les jours qui suivent, elle écrit dans son journal. Des phrases fragmentées. Confuses. Douloureuses. Mon ange m'a quitté. Peut-être que je l'ai voulu sans le savoir. Elle ne sait pas ce qu'elle veut dire. Elle cherche juste à comprendre. À mettre des mots sur l'incompréhensible. La maison redevient calme. Trop calme. Le berceau vide. Les vêtements pliés. Les biberons rangés. Kathleen et Craig essaient de reprendre leur vie. Mais quelque chose s'est installé entre eux. Un silence. Une distance. Et dans ce silence, une question qu'aucun des deux n'ose formuler. Et si on essayait encore? Dans la chambre du fond, le berceau attend. Les murs ne parlent pas. Les souvenirs restent accrochés comme des ombres. Et Kathleen, assise au bord du lit, regarde par la fenêtre, sans vraiment voir. L'amour, ici, se conjugue à la peur du lendemain. Juin 1990. 2 ans après la mort de Caleb. Kathleen et Craig ont essayé de refaire leur vie. De parler d'autre chose. De regarder devant. Mais le silence de la chambre vide pèse trop lourd. Alors ils décident d'essayer encore. Un autre enfant. Un nouvel espoir. Le 3 juin 1990, Patrick Allen David Folbigney. Un petit garçon. Aux yeux clairs. Aux cheveux fins. Cette fois, Kathleen veut que tout soit différent. Elle veut être une meilleure mère. Plus patiente. Plus aimante. Elle veut que Patrick vive. Les premiers mois sont paisibles. Patrick boit bien. Il dort bien. Il grandit. Kathleen commence à respirer. À croire que peut-être, cette fois, tout ira bien. Craig aussi semble soulagé. Il sourit plus souvent. Il parle de l'avenir. On va y arriver. Puis vient octobre 1990. Patrick a 4 mois. Une nuit, Kathleen se réveille. Ce même silence. Cette même absence de bruit. Elle court dans la chambre de Patrick. Il est dans son berceau, immobile, bleu, sans vie. Elle le saisit, hurle son nom. Craig appelle les secours. Les ambulanciers arrivent, réaniment Patrick in extremis. Son cœur repart. Ses poumons reprennent. Il revient. À l'hôpital, les médecins parlent d'un épisode potentiellement mortel, dont on ne connaît pas la cause. Patrick est mis sous monitoring. Cardiaque. Respiratoire. On le surveille jour et nuit. Les médecins diagnostiquent une apnée obstructive légère du sommeil. Rien de grave, disent-ils. Mais il faut rester vigilant. Patrick rentre à la maison, avec des machines, des fils, des alarmes. Kathleen ne dort plus du tout. Elle reste éveillée, assise près du berceau, à écouter les bips réguliers du moniteur. Chaque fois qu'une alarme sonne, son cœur s'arrête. Les semaines passent. Patrick se rétablit. Il sourit à nouveau. Il gazouille. Mais quelque chose a changé. Il commence à avoir des convulsions. Des petits spasmes d'abord. Puis des crises plus longues. Épilepsie, disent les médecins. Due à une encéphalopathie. Une maladie du cerveau. Les crises deviennent plus fréquentes. Patrick perd la vue. Il devient aveugle. Les médecins parlent de handicap permanent. De retard mental probable. Kathleen écoute, le visage fermé.
Elle ne sait plus quoi ressentir. Elle aime Patrick. Mais elle est épuisée. Épuisée par les nuits blanches. Par les crises. Par les alarmes. Par la peur constante. Elle écrit dans son journal. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir. Craig travaille. Il rentre tard. Il dort profondément. Kathleen reste seule. Avec Patrick et ses machines. Elle le nourrit. Le change. Le berce quand il pleure. Mais parfois, elle se surprend à penser. Et si c'était fini? Et si je pouvais dormir? Et aussitôt, la culpabilité la submerge. Le 13 février 1991, Patrick a 8 mois. Ce matin-là, Kathleen le trouve mort dans son berceau. Pas de cri cette fois. Pas de course folle. Juste ce silence. Encore. Elle appelle Craig d'une voix blanche. Il est parti. Les ambulanciers viennent. Mais il n'y a plus rien à faire. Patrick est mort. À l'hôpital, les médecins parlent d'obstruction des voies respiratoires. Due aux crises épileptiques. Causées par l'encéphalopathie. Une mort médicale. Prévisible, presque. Avec son état. C'était une question de temps. Craig s'effondre à nouveau. Kathleen reste debout. Le regard vide. Les gens commencent à parler. 2 enfants. En 2 ans. Quelle malchance. Certains disent ça avec compassion. D'autres avec suspicion. Mais personne n'ose poser la question. Qui commence à flotter dans l'air. Le soir de l'enterrement, Kathleen ouvre son journal. Elle écrit. Il a cessé de respirer. Elle s'arrête. Regarde la phrase. Et moi, j'ai cessé de comprendre. Elle ne comprend plus rien. Pourquoi ses enfants meurent? Pourquoi elle, et pas d'autre mère? Elle se souvient de son père. De ce qu'il a fait. Suis-je la fille de mon père? Est-ce que je porte en moi cette malédiction? Mais elle ne peut pas écrire ça. Pas encore. Alors elle ferme le journal. Craig et Kathleen ne parlent plus beaucoup. Ils vivent côte à côte, mais séparés par le deuil. Chacun porte sa douleur, sans oser la partager. Les mois passent. La maison est silencieuse. Le berceau est rangé au grenier. Et pourtant, un jour, Kathleen dit à Craig, « Et si on réessayait ?» Craig la regarde. Incrédule. « Tu es sûr ?» Elle hoche la tête. « Je veux être mère. Je veux qu'un de mes enfants vive. » 2 ans après Caleb, Patrick est né. Il a survécu à une première crise, aux convulsions, à la cécité. Puis il est mort à 8 mois. Le rapport médical parle d'épilepsie. Les médecins hochent la tête. Mais l'ombre d'un doute s'installe. Et dans son journal, Kathleen écrit une phrase qui résume tout. Il a cessé de respirer. Et moi, j'ai cessé de comprendre. Octobre 1992. Kathleen est enceinte à nouveau. 3e grossesse. 3e espoir. Cette fois, elle veut y croire vraiment. Craig aussi. Il ne parle pas de Caleb. Il ne parle pas de Patrick. Il parle de l'avenir. Le 14 octobre 1992, Sarah Kathleen naît. Une petite fille. Des cheveux sombres. Une bouche rose. Kathleen la tient dans ses bras. Et se dit, cette fois, ça va marcher. Les premiers mois sont surveillés. Les médecins connaissent l'histoire de la famille. 2 enfants morts de cause naturelle. Ils font des examens. Posent des questions. Vérifient tout. Sarah semble en bonne santé. Pas de larynx mou. Pas de convulsions. Rien. Juste un bébé normal. Kathleen essaie de se détendre. Mais la peur ne la quitte jamais. La nuit, elle se lève toutes les heures. Vérifie que Sarah respire. Pose sa main sur son petit dos. Guette le mouvement. Craig lui dit de se reposer. Que tout va bien. Mais Kathleen ne peut pas. La peur rôde dans le couloir. Sarah grandit. 6 mois. 7 mois. 8 mois. Elle rit. Elle gazouille. Elle tend les bras vers sa mère. Kathleen commence à espérer. Peut-être que cette fois, elle pourra être une vraie mère. Peut-être que Sarah vivra. Mais Sarah tombe souvent malade. Des infections respiratoires. Des rhumes qui traînent. Des toux qui ne passent pas. Rien de grave, disent les médecins.
Tous les bébés attrapent des rhumes. Kathleen les soigne. Donne les médicaments. Veille encore plus. 30 août 1993. Sarah a 10 mois. Ce matin-là, Kathleen se lève tard. Sarah n'a pas pleuré cette nuit. Pour la première fois depuis longtemps, Kathleen a dormi d'une traite. Elle va dans la chambre de Sarah. Et elle sait. Avant même de la toucher. Elle sait. Sarah est immobile. Froide. Kathleen reste debout près du berceau. Elle ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle reste là. Immobile. Le regard vide. Craig entre dans la chambre. Il voit Sarah. Il voit Kathleen. Il s'effondre. Les ambulanciers viennent. La routine macabre recommence. Mais cette fois, ils savent qu'il n'y a rien à faire. Sarah est morte depuis plusieurs heures. À l'hôpital, les médecins parlent de mort subite du nourrisson. Encore, mort subite du nourrisson. Parfois, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Mais cette fois, les regards sont différents. Plus longs, plus insistants. 3 enfants. Le médecin légiste note. Cause indéterminée. Pas de marque. Pas de blessure. Rien qui indique une mort violente. Mais 3 enfants morts. Dans la même famille. C'est statistiquement improbable. Dans la salle d'attente, Craig pleure contre le mur. Kathleen est assise, droite, les mains posées sur ses genoux. Elle ne pleure pas. Une infirmière s'approche. Vous voulez quelque chose? De l'eau? Un calmant? Kathleen secoue la tête. Non. Je veux juste rentrer chez moi. Les jours suivants, la ville commence à murmurer. Dans les supermarchés. À la sortie de l'école. Dans les cafés. 3 enfants. Tous morts avant 1 an. C'est étrange, non? Les gens se taisent quand Kathleen passe. Puis recommencent à parler dès qu'elle est partie. Craig ne supporte plus les regards. Il s'enferme. Ne sort plus. Évite ses amis. Kathleen, elle, continue. Elle va faire les courses. Elle salue les voisins. Elle fait comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, quelque chose se brise. Le soir, elle écrit dans son journal. Des pages et des pages. Je suis une mère terrible. Elle raie la phrase. La réécrit. Pourquoi mes enfants meurent? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle referme le journal violemment. Craig et Kathleen ne se parlent presque plus. Ils vivent dans la même maison, mais dans 2 mondes séparés. Chacun porte son deuil, sans pouvoir le partager. Les mois passent. La chambre de Sarah reste fermée. Et dans le silence de la maison, une question flotte. Et maintenant? 1993. 3e naissance, 3e espoir. La famille voulait y croire. Mais la peur rôdait dans le couloir. Invisible, tenace. Sarah meurt à 10 mois. La mère reste immobile. Le regard vide. Le père s'effondre. Et la ville commence à murmurer. 4 ans après la mort de Sarah, Kathleen et Craig ont survécu. À peine. Leur mariage tient par un fil. Ils ne se touchent plus. Ils ne se parlent plus vraiment. Mais un jour, Kathleen dit, « Je veux essayer encore. Une dernière fois. » Craig la regarde. Épuisé. « Tu es sûr ?» Elle hoche la tête. « J'ai besoin qu'un de mes enfants vive. » Le 7 août 1997, Laura Elizabeth naît. Une petite fille. Joues rondes. Yeux brillants. Le dernier enfant. Le dernier miracle espéré. Cette fois, les médecins surveillent encore plus. Ils connaissent l'histoire. 3 enfants morts. Ils font tous les tests imaginables. Cœur. Poumon. Système nerveux. Tout est normal. Laura est en parfaite santé. Les premiers mois sont tendus. Kathleen ne dort presque pas. Elle reste assise près du berceau, à écouter Laura respirer. Chaque nuit est une épreuve. Mais Laura ne meurt pas. Elle grandit. 6 mois. 1 an. 18 mois. Laura survit. Elle marche. Elle rit. Elle dit ses premiers mots. Maman. Papa. Kathleen commence à respirer. Pour la première fois depuis des années, elle ose y croire. Peut-être que Laura vivra. Peut-être que le cauchemar est fini. Les gens de la ville observent.
La petite Folbig a dépassé 1 an. C'est bon signe. Certains se détendent. D'autres restent méfiants. Mais tous observent. Laura est une enfant joyeuse. Elle court partout. Elle joue. Elle découvre le monde. Kathleen essaie de profiter de chaque instant. Mais la peur ne la quitte jamais complètement. Chaque rhume est une alerte. Chaque toux est un signal d'alarme. Craig commence à espérer aussi. Il joue avec Laura. Lui lit des histoires. Lui construit des tours de cubes. Pour la première fois, il peut être père. Vraiment père. Février 1999. Laura a 19 mois. Elle tombe malade. Un rhume? Rien de grave. Le médecin prescrit de la pseudoéphédrine. Un médicament contre la congestion. Kathleen lui donne le sirop. Comme indiqué. Laura tousse un peu, mais semble aller bien. La nuit du 1er mars, Kathleen la couche. Laura est fatiguée. Elle s'endort rapidement. Kathleen la regarde dormir. 3 ans. Tu as tenu 3 ans. Continue. Au milieu de la nuit, Kathleen se réveille. Ce silence qu'elle connaît trop bien. Elle se lève, court dans la chambre de Laura. La petite est immobile. Kathleen la touche. Laura? Elle la secoue doucement. Laura, réveille-toi. Elle la soulève, la serre contre elle. S'il te plaît? Pas toi. Pas toi aussi. Mais Laura ne se réveille pas. Craig appelle les secours. Les ambulanciers arrivent, tentent de réanimer Laura. Massage. Oxygène. Défibrillateur. Rien. Laura est morte. À l'hôpital, le médecin légiste pratique l'autopsie. Il cherche une cause. N'importe quoi. Mais il ne trouve rien. Pas de marque d'étouffement. Pas de traumatisme. Pas de maladie évidente. Cause indéterminée. Puis il apprend que Laura avait 3 frères et sœurs. Tous morts avant 2 ans. Il note dans son rapport. Étouffement possible. Et il contacte la police. Pour Kathleen et Craig, c'est l'effondrement. 4 enfants. Tous morts. Craig ne parle plus. Il reste assis, le regard dans le vide. Kathleen ne pleure pas. Elle écrit dans son journal. Elle dormait. J'ai voulu la réveiller. Elle ne voulait plus. 6 semaines après la mort de Laura, le mariage explose. Craig et Kathleen ne peuvent plus se regarder. Trop de deuil. Trop de silence. Trop de douleur. Kathleen déménage. Prend quelques affaires. Laisse derrière elle le reste, y compris ses journaux intimes. Craig reste seul dans la maison. Il erre d'une pièce à l'autre. Il ouvre des placards. Trouve des vêtements de bébé. Puis il trouve les journaux. 2 carnets, laissés dans un tiroir. Il commence à lire. Les phrases sont fragmentées. Confuses. Douloureuses. Je suis une mère terrible. Je les ai tous rejoints. Je les ai étouffés avec ma fatigue. Craig lit, relit. Il ne comprend pas. Ou peut-être qu'il comprend trop. Le lendemain, il apporte les journaux à la police. 1997. Dernier enfant, dernier miracle espéré. Laura grandit, rit, parle. 3 ans de répit. 3 ans d'espoir. Puis, une nuit, le silence revient. Cette fois, même les médecins ne trouvent plus d'explication. Kathleen écrit. Elle dormait, j'ai voulu la réveiller. Elle ne voulait plus. Et le cauchemar prend une nouvelle forme. Mais 1999. Craig Folbig reste seul dans la maison. Les pièces sont vides. Les murs silencieux. Les berceaux rangés. Il erre d'une chambre à l'autre, cherchant quelque chose. Quoi, il ne sait pas. Des réponses, peut-être. Il fait le ménage. Range les affaires de Kathleen. Qu'elle a laissées derrière elle. Des vêtements. Des livres. Des objets sans importance. Puis il ouvre un tiroir. Et trouve 2 carnets. Ce sont des journaux intimes. Des cahiers d'écolier, remplis d'une écriture serrée. Craig hésite. Il sait que ces carnets sont privés. Que Kathleen écrivait dedans depuis des années. Qu'il ne devrait pas les lire. Mais il les ouvre quand même. Les premières pages sont anciennes. Des entrées datant de l'adolescence.
Des pensées de jeune fille. Des rêves, des peurs. Craig tourne les pages. Arrive aux années récentes. Et là, il commence à lire. Je suis une mère terrible. Craig s'arrête sur cette phrase. Relit. Continue. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je peux. Il tourne la page. Mon ange m'a quitté. Peut-être que je l'ai voulu sans le savoir. Craig sent son cœur s'accélérer. Il lit plus vite. Page après page. Entrée après entrée. Il a cessé de respirer. Et moi, j'ai cessé de comprendre. Je les ai tous rejoints. Je les ai étouffés avec ma fatigue. Craig repose le carnet. Les mains tremblantes. Il ne comprend pas. Ou plutôt, il ne veut pas comprendre. Ces phrases, que veulent-elles dire? Il reprend le journal. Lit une autre entrée, datée d'avant la naissance de Laura. Évidemment, je suis la fille de mon père. Craig fronce les sourcils. Kathleen ne parlait jamais de son père. Il sait juste qu'elle a grandi en famille d'accueil. Rien de plus. Mais cette phrase, qu'est-ce qu'elle signifie? Craig reste assis toute la nuit. À lire. À relire. Les mots dansent devant ses yeux. Je suis une mère terrible. Je les ai étouffés. La fille de mon père. Il ne dort pas. Le lendemain matin, Craig prend une décision. Il appelle la police. Demande à parler au détective Bernie Ryan. L'homme qui avait déjà posé des questions. Après la mort de Laura. J'ai trouvé quelque chose. Il faut que vous voyiez ça. Ryan arrive dans l'après-midi. Craig lui tend les journaux. Lisez. Ryan s'assoit. Ouvre le premier carnet. Commence à lire. Son visage ne trahit rien. Mais Craig voit ses yeux. S'arrêter sur certaines phrases. Revenir en arrière. Relire. Quand il a fini, Ryan ferme le carnet. Je peux les emporter? Craig hoche la tête. C'est ce que je pensais. Ce sont des aveux, non? Ryan ne répond pas tout de suite. On va étudier ça. Merci de nous avoir contactés. À la police, les journaux passent de main en main. Les détectives les lisent. Les relisent. Soulignent certaines phrases. Sur 40 000 mots écrits sur plusieurs années, ils en retiennent 3 000. 26 entrées. Celle qui semble incriminante. Je suis une mère terrible. Pour la police, c'est une admission de culpabilité. Je les ai étouffés avec ma fatigue. Pour la police, c'est presque une confession. Évidemment, je suis la fille de mon père. Pour la police, c'est la preuve d'une hérédité criminelle. Aucun psychologue n'est consulté. Aucun psychiatre ne lit les journaux. Ce sont les enquêteurs qui les interprètent. Et pour eux, les mots sont clairs. Kathleen Folbig a tué ses enfants. Mais les journaux, ce ne sont que des mots. Des mots écrits dans la douleur. Dans l'épuisement. Dans le deuil. Des mots pour survivre. Kathleen ne les a jamais écrits. Pour être lus, elle les écrivait pour elle. Pour mettre de l'ordre dans le chaos. Pour donner un sens à l'insensé. Elle écrivait « Je suis une mère terrible ». Elle voulait dire « Je n'ai pas su les sauver ». Elle écrivait « Je les ai étouffés avec ma fatigue ». Elle voulait dire « Mon épuisement m'a empêché d'être présente ». Elle écrivait « Je suis la fille de mon père ». Elle voulait dire « J'ai peur de porter en moi cette malédiction ». Mais personne ne lui demande. Les mots deviennent preuves. Les phrases deviennent aveux. La police y lit une confession. Elle y voyait un cri de douleur. L'enquête s'accélère. Les médecins sont réinterrogés. Les autopsies réexaminées. Les témoins convoqués. Et au centre de tout, les journaux. Ces carnets où Kathleen avait déversé son âme deviennent l'arme qui la condamnera. Des carnets retrouvés. Des phrases énigmatiques. Je suis une mère terrible. Je les ai tous rejoints. Je les ai étouffés avec ma fatigue. Les mots deviennent preuves. La police y lit une confession. Elle y voyait un cri de douleur. Mais personne ne lui demande. Et les mots, privés de leur contexte, deviennent condamnation. 2 ans après la mort de Laura, l'enquête avance. Discrète. Méthodique. Détective Bernie Ryan compile les dossiers. 4 enfants morts.
10 ans. Une seule constante, la mère. Ryan ne parle pas aux journalistes. Il ne fait pas de déclaration. Il travaille en silence. Interroge. Vérifie. Croise les informations. Il sait que cette affaire est sensible. Qu'il n'y a pas de preuves directes. Que tout repose sur des suppositions. Mais il a les journaux. Et pour lui, les journaux suffisent. Les autopsies sont réexaminées. Caleb, mort subite du nourrisson. Patrick, obstruction respiratoire due à l'épilepsie. Sarah, SIDA, cause indéterminée. Laura, cause indéterminée. Aucune ne montre de signe d'étouffement. Aucune marque. Aucune trace de violence. Rien. Mais Ryan sait que l'étouffement ne laisse pas toujours de traces. Surtout chez les bébés. Il convoque des experts médicaux. Vie au total. Pathologiste. Pédiatre. Spécialiste de la mort subite. Tous examinent les dossiers. Peuvent-ils dire avec certitude comment ces enfants sont morts? Non. Peuvent-ils exclure l'étouffement? Non plus. Les experts sont divisés. Certains pensent que les décès sont naturels. Que les maladies des enfants suffisent à expliquer. D'autres disent que c'est suspect. Que 4 morts dans une famille, c'est statistiquement improbable. Ryan note tout. Et retient surtout les avis qui vont dans son sens. Il y a cette maxime qui circule dans les milieux médicaux. La loi de Meadow. Du nom d'un pédiatre britannique, Roi Meadow, qui a dit « Une mort infantile est une tragédie. 2 sont suspectes. 3 sont un meurtre. » Ryan y croit. 4 morts? Ce n'est plus de la malchance. C'est autre chose. Les amis de Kathleen sont interrogés. Tracy Chapman, son amie d'enfance, défend Kathleen. Elle aimait ses enfants. Elle était épuisée, oui. Mais elle ne leur aurait jamais fait de mal. Les voisins sont plus ambigus. On trouvait ça étrange. 4 enfants? C'est beaucoup. Les collègues de Craig témoignent. Il était détruit. Chaque fois. Il aimait ses enfants. Ryan interroge aussi la famille de Craig. Il parle de Kathleen. Avec prudence. Elle n'était pas très maternelle. Elle préférait sortir avec ses amis. Elle allait à la salle plutôt que de s'occuper des enfants. Pour Ryan, ce sont des signaux. Une mère qui ne créait pas de lien. Qui ressentait du ressentiment. Qui n'était pas faite pour ça. Les psychiatres sont consultés. Mais pas pour analyser les journaux. Pas pour comprendre l'état mental de Kathleen. Pour établir un profil. 2003. Un petit matin d'avril. Le ciel est encore gris. Quand les voitures de police s'arrêtent devant la maison de Kathleen. Pas de sirène. Pas de gyrophare. Juste le silence. Avant la tempête. Kathleen dort. Ou du moins, elle essaie de dormir. Depuis 2 ans, le sommeil ne vient plus facilement. Elle rêve de ses enfants. De leur visage. De leurs petites mains. Et puis elle se réveille. Et ils ne sont plus là. On frappe à la porte. Des coups fermes. Insistants. Kathleen se lève. Passe une robe de chambre. Descend ouvrir. 4 policiers se tiennent sur le seuil. Détective Bernie Ryan est devant. Kathleen Folbig? Elle hoche la tête. Oui. Ryan sort un papier. Kathleen Megan Folbig? Vous êtes en état d'arrestation. Pour le meurtre de Patrick Allen Folbig, Sarah Kathleen Folbig, Laura Elizabeth Folbig, et l'homicide involontaire de Caleb Gibson Folbig. Les mots tombent comme des pierres. Kathleen ne bouge pas. Elle ne crie pas. Ne pleure pas. Ne demande pas pourquoi. Elle reste là. Debout dans l'encadrement de la porte. La main encore sur la poignée. Vous avez le droit de garder le silence? Ryan continue de parler. Mais Kathleen n'entend plus. Dehors, les voisins commencent à sortir. Réveillés par le bruit des voitures. Par les voix des policiers. Ils se tiennent sur leur perron, en pyjama, et regardent. Certains murmurent. C'est elle. La mère des enfants morts. Puis les journalistes arrivent. Alertés par un appel anonyme. Ou peut-être par la police elle-même. Les caméras se mettent en place. Les flashs commencent à crépiter. Kathleen est menottée.
On la fait sortir de la maison. Elle marche lentement, la tête baissée, les mains attachées devant elle. Les caméras la suivent. Kathleen, avez-vous quelque chose à dire? Kathleen, avez-vous tué vos enfants? Elle ne répond pas. On la fait monter dans une voiture. Elle s'assoit à l'arrière, entre deux policiers. Regarde par la vitre. Voit les voisins qui la fixent. Les journalistes qui courent. Les caméras qui ne s'arrêtent jamais. Et elle pense, c'est fini. Au commissariat, on la conduit dans une salle d'interrogatoire. Mur gris. Table en métal. 2 chaises. Ryan s'assoit en face d'elle. Un autre détective prend place à côté de lui. Ryan ouvre un dossier. En sort les journaux intimes. Les pose sur la table. Kathleen les reconnaît immédiatement. Ses carnets. Ses mots. Son âme mise à nu. Ryan ouvre le premier carnet. Lit à voix haute. Je suis une mère terrible. Il lève les yeux vers Kathleen. Vous avez écrit ça? Ce n'est pas une question. Kathleen hoche la tête. Oui. Ryan tourne les pages. Je les ai étouffés avec ma fatigue. Il s'arrête. La regarde. Qu'est-ce que ça veut dire, Kathleen? Elle ouvre la bouche. La referme. Comment expliquer? Comment faire comprendre que ces mots n'étaient pas des aveux, mais des cris de douleur? Elle s'arrête. Je ne sais pas. Ryan referme le carnet. Vous ne savez pas. Il se penche en avant. 4 enfants, Kathleen. 4 enfants morts. Et vous étiez seul avec chacun d'eux. Kathleen baisse les yeux. Avez-vous tué vos enfants? La question flotte dans l'air. Kathleen reste silencieuse un long moment. Puis elle lève les yeux. Et dit d'une voix blanche, « Je n'ai tué que mes nuits. » Ryan fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Kathleen secoue la tête. Toutes ces nuits sans dormir. À les surveiller. À avoir peur. À les voir mourir quand même. J'ai tué mes nuits. Pas mes enfants. L'interrogatoire dure des heures. Ryan pose les mêmes questions. Encore et encore. Pourquoi écrivez-vous « Je les ai étouffés » ? Pourquoi dites-vous être la fille de votre père? Pourquoi 4 enfants sont-ils morts? Kathleen répond. Où est-ce? Mais ces mots semblent creux, insuffisants, suspects. À la fin, Ryan se lève. Vous serez jugé pour 3 meurtres. Et un homicide involontaire. Il range les journaux. Ces carnets seront la preuve principale. Kathleen les regarde s'éloigner. Ses mots, ses pensées, sa douleur, transformée en arme contre elle. On la conduit dans une cellule. Elle s'assoit sur le lit de camp. Les murs sont nus. Le silence absolu. Elle pense à ses enfants. Caleb, Patrick, Sarah, Laura. Et elle murmure. Je suis désolé. Le lendemain, les journaux titrent. La mère meurtrière arrêtée. 4 bébés tués par leur propre mère. Le monstre de Singleton. Les photos de Kathleen. En menottes, la tête baissée, font la une. Les gens la regardent. Et voient un monstre. Ils ne voient pas une femme brisée par le deuil. Ils ne voient pas une mère qui a perdu tout ce qu'elle aimait. Ils voient ce que les journaux leur montrent. Et les journaux ne montrent qu'une chose. La culpabilité. 2003. Kathleen est arrêtée au petit matin. Caméra, voisins, journalistes. Elle ne résiste pas. Ne parle pas. On lui demande. Avez-vous tué vos enfants? Elle répond. Je n'ai tué que mes nuits. Mais personne ne comprend. Et les menottes se referment. Avril 2003. La Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, à Newcastle. Les portes s'ouvrent sur une salle bondée. Journalistes, curieux, famille des victimes. Tous veulent voir le monstre. Kathleen entre, escortée par 2 gardes. Elle porte une robe sombre, les cheveux tirés en arrière, le visage fermé. Elle s'assoit dans le box des accusés. Ne regarde personne. Le juge Graham Barr prend place. Les jurés entrent un par un. 7 femmes. 5 hommes. Ils regardent Kathleen. Certains avec curiosité. D'autres avec dégoût. Elle baisse les yeux.
Le procureur se lève. Marc Tedeschi. Seigneur Kuncel. Un homme imposant. La voix assurée. Le geste large. Il commence son réquisitoire. Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire concerne 4 enfants. Caleb, Patrick, Sarah et Laura Folbig. Tous morts avant l'âge de 2 ans. Tous étouffés par leur propre mère. Tedeschi raconte l'histoire. 4 naissances. 4 morts. À chaque fois, Kathleen était seule avec l'enfant. À chaque fois, l'enfant mourait. Ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma. Un pattern. Il sort les journaux. Les brandit devant les jurés. Et nous avons ses propres mots. Ses aveux. Il lit à voix haute. Je suis une mère terrible. Je les ai étouffés avec ma fatigue. Évidemment, je suis la fille de mon père. Les jurés prennent des notes. Certains hochent la tête. L'avocat de la défense se lève à son tour. Il essaie de contrer. Ces journaux ne sont pas des aveux. Ce sont les pensées d'une mère en deuil. Une femme qui s'autoflagelle. Qui cherche à comprendre l'incompréhensible. Mais sa voix semble moins assurée. Moins convaincante. Le procès devient théâtre. Les témoins se succèdent. Craig Folbig est appelé à la barre. Il marche lentement, les épaules voûtées, évite de regarder Kathleen. Tedeschi lui demande de raconter. Les 4 naissances. Les 4 morts. Craig parle d'une voix monotone. Comme s'il récitait une histoire. Qu'il a racontée 1000 fois. Kathleen les trouvait. À chaque fois. Ils étaient encore chauds. Il s'arrête. Essuie une larme. Je ne sais plus quoi penser. L'avocat de la défense l'interroge à son tour. Avez-vous déjà vu Kathleen faire du mal aux enfants? Craig secoue la tête. Non. Était-elle une mauvaise mère? Non. Juste, fatiguée. Épuisée. Puis viennent les experts médicaux. Vie au total. Pathologiste. Pédiatre. Spécialiste. Le tribunal devient une joute scientifique. Le premier expert affirme que les décès sont suspects. 4 enfants dans une même famille, c'est statistiquement improbable. Il doit y avoir une cause commune. L'expert de la défense contredit. Chaque enfant avait des problèmes médicaux. Caleb avait une larynx molle. Patrick était épileptique et aveugle. Sarah avait des infections respiratoires. Laura était malade. Un autre expert parle de SIDA. La mort subite du nourrisson est rare, mais elle existe. Dans certaines familles, il peut y avoir des facteurs génétiques. Le procureur rétorque. Mais 4 fois? Vraiment? L'expert hésite. C'est extrêmement rare. Les autopsies sont projetées sur un écran. Les photos des corps. Les rapports médicaux. Aucune ne montre de signe d'étouffement. Aucune marque. Aucune trace. Mais le procureur explique. L'étouffement ne laisse pas toujours de traces. Surtout chez les bébés. La preuve de l'absence n'est pas l'absence de preuve. Les jurés écoutent. Un médecin contredit un autre médecin. Un expert en réfute un autre. La science devient confuse. La vérité s'effiloche. Dans la galerie publique, les gens murmurent. Certains sont convaincus de la culpabilité de Kathleen. 4 enfants? Ce n'est pas possible autrement. D'autres doutent. Mais il n'y a pas de preuves. Juste des suppositions. La presse, elle, a déjà jugé. Les gros titres parlent du monstre. De la tueuse d'enfants. Kathleen reste silencieuse. Son avocat lui a conseillé de ne pas témoigner. Vos journaux parlent contre vous. Si vous montez à la barre, le procureur vous massacrera. Alors elle se tait. Et son silence est interprété comme un aveu. Le procureur cite Roy Meadow. Une mort infantile est une tragédie. 2 sont suspectes. 3 sont un meurtre. Il regarde les jurés. Nous en avons 4. L'avocat de la défense essaie de réfuter. Cette loi de Meadow a été discréditée. D'autres mères ont été condamnées à tort. Sur la base de ce raisonnement. Mais le mal est fait. Les jurés ont entendu le chiffre. 4. Les semaines passent. Le procès s'étire. 7 semaines au total. La douleur se confond avec la folie. Le deuil avec la culpabilité.
Kathleen regarde les jurés, cherchant un regard compatissant. Elle n'en trouve aucun. Le procureur fait sa plaidoirie finale. Kathleen Folbig a tué ses enfants. Par frustration. Par épuisement. Par colère. Elle a obstrué leur voie respiratoire. Elle les a regardés mourir. Et elle a écrit dans ses journaux. Il brandit les carnets une dernière fois. Ses propres mots la condamnent. L'avocat de la défense plaide. Il n'y a pas de preuve directe. Pas de témoin. Pas de confession. Juste des mots mal interprétés. Et une série de tragédies. Ne condamnez pas une mère. Pour avoir perdu ses enfants. Mais sa voix semble faible. Les jurés se retirent pour délibérer. Kathleen attend. Dans sa cellule, elle écrit. Encore et toujours. Des lettres à ses enfants. Des lettres à personne. Je ne vous ai pas fait de mal. Je vous le jure. Le tribunal est devenu théâtre. Les jurés écoutent des médecins. Contredire d'autres médecins. La douleur se confond avec la folie. Le public veut comprendre. La presse veut juger. Mais la vérité, elle, reste absente. Perdue quelque part. Entre les mots d'un journal. Et le silence d'une mère. 21 mai 2003. Les jurés reviennent après 3 jours de délibération. Ils entrent en file, le visage grave, évitent de regarder Kathleen. C'est mauvais signe. Quand les jurés ne regardent pas l'accusé, c'est qu'ils l'ont condamné. Kathleen se lève. Les mains tremblantes. Le souffle court. La salle est bondée. Journalistes. Public. Craig, au fond. Tout le monde retient son souffle. Le juge Barr demande au président du jury. Avez-vous rendu un verdict? Oui, votre honneur. Pour le meurtre de Patrick Allen Folbig? Comment trouvez-vous l'accusé? Un silence. Puis, coupable. Kathleen vacille. Se rattrape au bord du box. Le juge continue. Pour le meurtre de Sarah Kathleen Folbig? Comment trouvez-vous l'accusé? Coupable. Pour le meurtre de Laura Elizabeth Folbig? Coupable. Pour l'homicide involontaire de Caleb Gibson Folbig? Coupable. Le mot tombe comme une pierre. 4 fois. Coupable. 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 La salle explose. Des cris. Des pleurs. Des applaudissements. Des gens se lèvent, crient justice. Enfin. D'autres pleurent silencieusement. Craig se lève. Marche vers la sortie. Sans se retourner. Il ne peut pas regarder Kathleen. Il ne sait plus qui elle est. Il ne sait plus s'il l'a aimée. Il part. Kathleen reste debout. Immobile. Elle ne pleure pas. Ne crie pas. Ne s'effondre pas. Elle regarde le juge, puis les jurés, puis le vide. Le juge Barr la fait rasseoir. Demande le silence dans la salle. Puis il parle. Kathleen Megan Folbig, vous avez été reconnue coupable du meurtre de 3 de vos enfants et de l'homicide involontaire d'un 4e. Il fait une pause. Ces crimes sont parmi les plus graves qu'un être humain puisse commettre. Vous avez tué vos propres enfants, des êtres sans défense, qui vous faisaient confiance. Il consulte ses notes. La cour reconnaît que vous avez une enfance difficile, que votre mère a été tuée par votre père, quand vous n'aviez que 18 mois, que vous avez grandi en famille d'accueil. Mais cela n'excuse pas vos actes. Il la regarde. Je vous condamne à 40 ans de prison, dont 30 ans incompressibles. 40 ans. Kathleen a 36 ans. Elle aura 76 ans. À sa sortie. Si elle sort un jour. La salle réagit. Certains applaudissent. D'autres trouvent la peine trop légère. Elle mérite la perpétuité. Elle mérite de mourir. Le juge frappe de son marteau. Silence. On demande à Kathleen si elle a quelque chose à dire. Elle se lève lentement. Ouvre la bouche. La referme. Puis murmure. Je ne sais pas ce que je ressens. Peut-être rien. Peut-être tout. Elle est emmenée. Les gardes la prennent par les bras. La conduisent hors de la salle. Les journalistes se ruent vers la sortie. Crient des questions qu'elle n'entend pas. Dans le couloir, Kathleen croise une femme. Une mère qui a perdu son enfant de sida.
La femme la regarde avec haine. Monstre. Kathleen baisse les yeux. Continue de marcher. Dehors. Devant le tribunal. Les caméras attendent. Craig donne une déclaration brève. Je suis soulagé. Que justice ait été rendue. Mes enfants peuvent reposer en paix. Sa voix se brise. Il part sans répondre aux questions. Les journaux du lendemain titrent. Coupable, 40 ans pour la tueuse d'enfants. La pire mère d'Australie condamnée. Justice pour Caleb, Patrick, Sarah et Laura. Les photos de Kathleen. Menottée, le visage vide, font la une. À la prison de Silverwater, Kathleen est placée en isolement. Pour sa propre protection. Les autres détenus ont entendu parler d'elle. Tuer ses propres enfants est le pire crime. Même en prison, elle s'assoit sur le lit de camp. Regarde les murs nus. Pense à ses enfants. Caleb, qui respirait si fort. Patrick, qui souriait malgré sa cécité. Sarah, qui gazouillait. Laura, qui avait vécu si longtemps. Et elle murmure. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais personne ne l'entend. Personne ne la croit. Le monde a décidé qu'elle était un monstre. Et les monstres ne méritent pas de compassion. Coupable. 40 ans de prison. Une salle qui retient son souffle. Le père quitte la pièce. Brisé. Incapable de rester. Kathleen ne pleure pas. Elle dit simplement. Je ne sais pas ce que je ressens. Peut-être rien. Peut-être tout. Et les portes de la prison se referment sur elle. Pour 20 ans. Ou peut-être pour toujours. Silverwater Correctional Center. Puis Cessnock. Les années passent. 2003. 2004. 2005. Kathleen compte les jours. Puis arrête de compter. Le temps n'a plus de sens. Quand chaque jour ressemble au précédent. Sa cellule est petite. Un lit. Une table. Des murs gris. Une fenêtre haute. Par laquelle on ne voit que le ciel. Kathleen passe ses journées à regarder ce carré de lumière. Les autres détenus la connaissent. C'est elle. La tueuse d'enfants. Certaines la craignent. Comment peut-on tuer ses propres bébés? Quel genre de monstre fait ça? Elle s'écarte quand elle passe. D'autres la plaignent. Elles ont lu les articles. Vu les interviews. Entendu parler du doute. Et si elle était innocente? Et si c'était vraiment de la malchance? Mais elles ne le disent pas trop fort. En prison, défendre une tueuse d'enfants peut être dangereux. Kathleen parle peu. Elle travaille à la buanderie. Mange seule. Marche dans la cour en silence. Elle est devenue une ombre. Transparente. Invisible presque. Les gardes la surveillent. Mais elle ne cause jamais de problème. Elle obéit. Se tait. Existe à peine. Le soir, dans sa cellule, elle écrit. Elle a demandé des carnets. Du papier. Des stylos. Comme avant. Elle écrit à ses enfants. Cher Caleb, tu aurais 34 ans maintenant. Je me demande qui tu serais devenu. Cher Patrick, je me souviens de ton sourire. Même aveugle, tu souriais. Chère Sarah, tu avais les cheveux de ta grand-mère. Je n'ai jamais eu le temps de te le dire. Chère Laura, tu étais celle qui a tenu le plus longtemps. J'ai cru que tu vivrais. Elle écrit à Dieu. Si tu existes, pourquoi m'as-tu pris mes enfants? Que ai-je fait pour mériter ça? Si je suis coupable, pourquoi ne m'en souviens-je pas? Pourquoi n'ai-je aucun souvenir de leur avoir fait du mal? Pas de réponse. Elle écrit à personne. Juste des mots sur du papier. Des pensées qui tournent en rond. Des questions sans fin. Suis-je coupable? L'ai-je fait sans m'en rendre compte? Suis-je folle? Elle ne sait plus. En 2005, son avocat fait appel. La sentence de 40 ans est jugée trop sévère. La cour révise. 30 ans, dont 25 incompressibles. Kathleen apprend la nouvelle. Sans réaction. 10 ans de moins. Qu'est-ce que ça change? Ses enfants sont morts. Les années continuent. 2006. 2007. 2008. Kathleen vieillit. Ses cheveux grisonnent. Son visage se creuse.
Ses yeux perdent leur éclat. Elle a l'air de quelqu'un qui a cessé de se battre. Tracy Chapman, son amie d'enfance, lui rend visite. Une fois par mois. Parfois plus. Elle est la seule. Craig ne vient jamais. La famille de Craig non plus. Tracy s'assoit derrière la vitre. Prend le téléphone. Comment tu vas? Kathleen hausse les épaules. Je survis. Tracy croit en son innocence. Je te connais depuis qu'on est gamine. Tu n'aurais jamais fait ça. Kathleen la regarde. Parfois, je ne sais plus moi-même. Tu dois te battre, Kat. Tu dois continuer à dire la vérité. Mais Kathleen est fatiguée. Fatiguée de se battre. Fatiguée de répéter que ce n'est pas elle. Personne ne la croit de toute façon. Dans les prisons australiennes, elle devient une légende. La mère qui a tué 4 bébés. Certaines détenues racontent son histoire aux nouvelles arrivantes. D'autres murmurent qu'elle est innocente, qu'elle a été condamnée à tort. Mais personne ne sait vraiment. Personne ne sait quoi croire. En 2011, un livre est publié. Murder, Medicine and Motherhood. Par Emma Khalif, une professeure de droit, qui questionne la condamnation, qui analyse les preuves, les journaux, les témoignages médicaux, et conclut que le procès était bancal. Le livre fait du bruit. Certains commencent à douter. Et si Kathleen Folbig était innocente? Et si on avait condamné une mère endeuillée? Mais la majorité reste convaincue. 4 enfants morts. Ce n'est pas un hasard. Kathleen apprend l'existence du livre. Tracy lui en parle lors d'une visite. Des gens commencent à te croire. Il y a de l'espoir. Kathleen hoche la tête. Mais elle n'y croit plus vraiment. L'espoir? Elle l'a perdu il y a longtemps. Elle continue d'écrire. Des pages et des pages. Elle parle à ses enfants. À Dieu? À personne. Les mots s'accumulent. Des carnets remplis. De douleurs? De regrets? De questions sans réponse. La nuit, elle rêve. Elle rêve qu'elle tient Caleb. Qu'il respire. Qu'il vit. Elle rêve que Patrick voit. Que ses yeux s'ouvrent. Et qu'il la regarde en souriant. Elle rêve que Sarah et Laura jouent ensemble dans le jardin. Et puis elle se réveille. Dans sa cellule grise. Seule. Les années passent. Kathleen écrit encore. Elle parle à ses enfants. À Dieu? À personne. Dans les prisons australiennes, elle devient une ombre. Les autres détenus la craignent, ou la plaignent. Personne ne sait quoi croire. Et Kathleen, derrière ces murs, fait son deuil. Encore. Toujours. 2018. 15 ans après la condamnation. Quelque part à Canberra, dans un laboratoire de l'Université nationale australienne, une scientifique examine un échantillon d'ADN. Professeur Carola Vinuesa. Immunologiste. Spécialiste des anomalies génétiques. Elle ne connaît pas Kathleen Folbig. Pas encore. Un avocat la contacte. Un jeune homme qui avait étudié dans son département. Quelques années plus tôt. Il lui parle d'un cas. Une femme condamnée pour avoir tué ses 4 enfants. Aucune preuve médico-légale. Juste des suppositions. Et des journaux intimes. Pourriez-vous examiner les dossiers médicaux? Vinuesa accepte. Par curiosité scientifique d'abord. Elle lit les rapports d'autopsie. Caleb, problème respiratoire, larynx mou. Patrick, convulsions, cécité, encéphalopathie. Sarah, infection respiratoire récurrente. Laura, myocardite possible. Vinuesa fronce les sourcils. Ses enfants étaient malades. Un mois plus tôt, elle et son équipe ont identifié une mutation génétique rare chez une famille en Macédoine. 4 enfants morts mystérieusement. Tous porteurs de la même mutation. CALM2. Un gène qui encode une protéine appelée calmoduline. Quand elle dysfonctionne, le cœur s'arrête. Sans prévenir, sans laisser de traces. Vinuesa demande un échantillon d'ADN. De Kathleen Folbig. Un prélèvement buccal. Un peu de salive. L'échantillon arrive par la poste. Le séquençage prend quelques jours. Vinuesa et son équipe analysent le génome complet.
chromosome par chromosome, gène par gène. Et puis, il trouve Calme 2G114R. Une mutation, exactement la même que dans la famille macédonienne. Vinuesa reste silencieuse un long moment. Mon Dieu! Elle vérifie les échantillons sanguins. Des enfants Folbig, conservés depuis les autopsies. Patrick, pas porteur, mais porteur d'une autre mutation rare, causant épilepsie létale précoce. Caleb, même mutation que Patrick. Sarah, porteuse de Calme 2G114R. Laura, porteuse de Calme 2G114R. Vinuesa comprend immédiatement. Cette mutation altère le rythme cardiaque. Prédispose à la mort cardiaque subite. Surtout chez les nourrissons. Surtout en cas d'infection. Surtout avec certains médicaments. Sarah avait une infection respiratoire avant de mourir. Laura avait reçu de la pseudoéphédrine. Vinuesa relit les dossiers. Plus d'un tiers des morts subites d'enfants peuvent être expliquées par des conditions génétiques. Les frères et sœurs d'enfants morts de SIDA ont 4 fois plus de risques de mourir subitement. Kathleen Folbig est peut-être innocente. Elle contacte l'avocat immédiatement. J'ai trouvé quelque chose d'important. Elle explique la mutation, les risques, les probabilités. L'avocat écoute, prend des notes frénétiquement. Vous pourriez témoigner? Oui, absolument. Mais ce n'est pas si simple. La mutation Calme 2 est rare. Très rare. Les études sur ses effets sont limitées. Certains généticiens pensent qu'elle est pathogène. D'autres restent sceptiques. Il faut plus de preuves. Vinuesa et son équipe se mettent au travail. Ils testent la mutation en laboratoire. Observent son impact sur les cellules cardiaques. Mesurent les arythmies qu'elle provoque. Les résultats sont publiés en 2020. Dans une revue scientifique. Conclusion, la mutation Calme 2G114R a des conséquences biophysiques et fonctionnelles qui peuvent causer des arythmies cardiaques et une mort subite inattendue. Probabilité, 90%. Pendant ce temps, Kathleen est toujours en prison. Elle ne sait rien de ses recherches. Elle continue sa routine. Travail, repas, cellules, écriture. Tracy Chapman apprend la nouvelle en premier. Un avocat la contacte. Nous avons trouvé une explication génétique. Pour Sarah et Laura au moins. Peut-être pour tous. Tracy pleure au téléphone. Je le savais. Je savais qu'elle était innocente. Elle rend visite à Kathleen. S'assoit derrière la vitre. Prend le téléphone. Kat, il y a du nouveau. Des scientifiques ont trouvé quelque chose. Une mutation génétique. Chez toi et les filles. Kathleen la regarde sans comprendre. Quoi? Tracy explique. Le mieux qu'elle peut. La mutation Calme 2. Les risques cardiaques. La possibilité que Sarah et Laura soient mortes de cause naturelle. Kathleen reste silencieuse. Puis elle dit d'une voix blanche. Tu veux dire que ce n'était pas moi? Tracy hoche la tête. Les larmes aux yeux. Ce n'était pas toi. Kathleen pose le téléphone. Se lève. Le garde lui demande si ça va. Elle ne répond pas. Retourne dans sa cellule. S'assoit sur son lit. Et pour la première fois depuis 15 ans, elle pleure. Et soudain, la science entr'ouvre la porte du doute. Peut-être que Kathleen Folbig n'a jamais tué personne. Peut-être qu'elle a juste été une mère malchanceuse. Incroyablement, tragiquement, malchanceuse. 18 ans après la condamnation. 27 scientifiques de 6 pays publient une étude complète. Australie, Danemark, Italie, Canada, États-Unis, France. Tous arrivent à la même conclusion. La mutation Calme 2 explique raisonnablement la mort de Sarah et Laura. Le 4 mars 2021, une pétition est publiée. Signée par 90 scientifiques, praticiens médicaux, professionnels de santé. Parmi eux, John Shine, président de l'Académie australienne des sciences. Peter Doherty, prix Nobel. Elizabeth Blackburn, prix Nobel. La demande est claire. Gracier Kathleen Folbig.
Immédiatement, l'Académie australienne des sciences soutient officiellement la pétition. Le monde scientifique se mobilise. Des conférences, des interviews, des articles. Kathleen Folbigg est peut-être innocente. Les médias s'emparent de l'histoire. Celle qui était la pire tueuse d'Australie devient la victime d'une erreur judiciaire. Les mêmes journaux qui l'avaient condamnée questionnent maintenant sa culpabilité. En Australie, le débat fait rage. Certains restent convaincus. 4 enfants morts. Les journaux intimes. Ce ne peut pas être un hasard. D'autres changent d'avis. La science ne ment pas. Si c'est génétique, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ne peut plus ignorer. En mai 2022, on annonce une deuxième enquête judiciaire. Cette fois, dirigée par Tom Bathurst, un homme respecté, rigoureux, impartial. L'enquête commence. Bathurst examine tout. Les preuves du procès de 2003. Les nouvelles données génétiques. Les journaux intimes. Les témoignages médicaux. Il convoque les experts. Cardiologues, généticiens, psychiatres, psychologues. Carola Vinuesa témoigne. Elle explique la mutation CALM2. Comment elle affecte le cœur. Pourquoi elle peut causer une mort subite. Sarah et Laura portaient cette mutation. Elles avaient 90% de chance de mourir subitement à cause d'elle. Surtout avec une infection. Surtout avec certains médicaments. Sarah avait une infection respiratoire. Laura prenait de la pseudoéphédrine. Elle explique aussi que Caleb et Patrick portaient une autre mutation rare. Celle-là causant épilepsie létale précoce. Caleb avait des problèmes respiratoires. Patrick était épileptique. Leurs morts peuvent aussi s'expliquer génétiquement. Des psychologues analysent les journaux. Pour la première fois, des professionnels de santé mentale lisent vraiment ces mots. Sharmila Bed témoigne. Ces journaux reflètent des réponses psychologiquement normales à la privation de sommeil, aux défis postpartum, aux pertes cumulatives. Ce ne sont pas des aveux. Ce sont les mots d'une mère en deuil qui s'autoflagelle. Mary Appleby analyse plus de 300 entrées. Ce sont des expressions de deuil maternel, de décharge émotionnelle. Les phrases comme « je suis mon pire cauchemar » sont métaphoriques, communes chez les mères en détresse. Elles ne décrivent aucun acte physique. Aucune rationalisation post-violence. Bathurst écoute. Il lit. Prend des notes. Pose des questions. Les semaines passent. Les mois. Pendant ce temps, Kathleen attend. Dans sa cellule, elle ose à peine espérer. Tracy lui rend visite régulièrement. Ça avance. Bathurst est sérieux. Il écoute vraiment. Mais Kathleen a appris à ne plus croire au miracle. Le monde entier regarde l'Australie. BBC, CNN, The Guardian. Tous suivent l'enquête. L'Australie va-t-elle libérer une femme emprisonnée à tort? Craig Folbigg fait une déclaration. Il maintient sa position. 4 enfants ne meurent pas par hasard. Les journaux parlent d'eux-mêmes. Ma femme est coupable. Il demande que la condamnation soit maintenue. Mais sa voix semble moins assurée. Moins convaincante qu'avant. En novembre 2023, Bathurst termine son rapport. Plus de 1000 pages. Il conclut. Il existe une cause identifiable. Pour la mort de Patrick, Sarah et Laura. Plus probablement causée par un désordre neurogénétique. Et la mutation CALM2. Je suis incapable d'accepter que Kathleen Folbigg ait été autre chose qu'une mère aimante pour ses enfants. Il écrit, une fois ces causes établies, la force probante des preuves, de coïncidence et de tendance, est substantiellement diminuée. En d'autres termes, il y a un doute raisonnable quant à la culpabilité de Madame Folbigg. La recommandation est claire. Pardon immédiat. Et référer le cas à la Cour d'appel criminelle pour annuler les condamnations. Quand Kathleen apprend la nouvelle, elle ne pleure pas. Elle reste assise, silencieuse, incrédule. Ça veut dire quoi? L'avocat lui explique.
Ça veut dire que tu vas sortir. Bientôt. Elle regarde par la fenêtre de sa cellule. Ce petit carré de ciel. Qu'elle a regardé pendant 20 ans. Je vais sortir. 2021-2023. Le monde scientifique se mobilise. Les preuves s'accumulent. Et puis, un mot. Innocence possible. Le monde entier regarde l'Australie. Les juges réévaluent. Les anciennes certitudes s'effondrent. Ce qu'on croyait monstrueux devient peut-être tragique. Kathleen Folbig n'est peut-être pas un monstre. Juste une mère incroyablement, tragiquement, malchanceuse. 5 juin 2023. Lundi matin. Après 20 ans, 7 mois, et 15 jours, les portes de la prison s'ouvrent. Kathleen Folbig est libre. Le pardon est venu vite. Sur recommandation de l'attorney général Michael Daly, la gouverneure Margaret Beasley a signé un pardon inconditionnel. Le moyen le plus rapide de faire sortir Kathleen, avant que la cour n'annule formellement ses condamnations. Mais elle sort. Enfin. Kathleen a 56 ans. Elle est entrée en prison à 36 ans. 20 ans. Toute une vie. Elle a vieilli derrière les barreaux. Ses cheveux sont gris. Son visage marqué. Ses mains tremblent légèrement. On lui rend ses affaires. Un sac en plastique transparent. Quelques vêtements. Un portefeuille. Des photos de ses enfants. Elle les regarde un long moment. Caleb. Patrick. Sarah. Laura. Ils n'ont pas vieilli. Tracy Chapman l'attend dehors. Son amie. Celle qui n'a jamais cessé de croire. Celle qui s'est battue pendant 20 ans. Kathleen sort. Cligne des yeux sous la lumière du soleil. Tracy la serre dans ses bras. Les deux femmes pleurent en silence. Mais elles ne sont pas seules. Les journalistes sont là. Des dizaines. Caméras. Micros. Flash. Exactement comme le jour de son arrestation. Kathleen, comment vous sentez-vous? Kathleen, qu'allez-vous faire maintenant? Kathleen, êtes-vous en colère contre le système? Les questions fusent. Kathleen reste silencieuse. Tracy la protège, la guide vers une voiture qui attend. Un avocat lit une brève déclaration. Madame Folbig est reconnaissante pour le pardon qui lui a été accordé. Elle souhaite maintenant reconstruire sa vie en privé. Elle n'a pas de commentaires. Pour le moment, les journalistes insistent, crient des questions. Mais la voiture démarre. Kathleen regarde par la fenêtre. Le monde a changé. Les voitures sont différentes. Les téléphones sont différents. Les gens aussi. 20 ans. C'est long. Tracy l'emmène dans un appartement. Préparé pour elle. Un petit studio. Modeste. Calme. Kathleen entre. Regarde autour d'elle. Un lit. Une cuisine. Une fenêtre qui donne sur la rue. C'est chez toi maintenant. Kathleen hoche la tête. Elle s'assoit sur le lit. Touche les draps. Le matelas. C'est doux. Confortable. Rien à voir avec le lit de camp de la prison. Mais elle ne se sent pas libre pour autant. Les jours suivants sont étranges. Kathleen se réveille. Et cherche les barreaux. Elle attend qu'on lui dise quoi faire. Où aller. Quand manger. Mais personne ne lui dit rien. Elle est libre. Et elle ne sait pas comment l'être. Tracy l'aide à s'adapter. Comment utiliser un smartphone. Comment commander en ligne. Comment prendre les transports. Tout est nouveau. Tout est compliqué. Kathleen se sent vieille. Les médias continuent de parler d'elle. Certains la célèbrent. Innocente après 20 ans. La science libère Kathleen Folbig. Erreur judiciaire. Une mère enfin innocentée. D'autres restent sceptiques. Et si elle était vraiment coupable? Le doute persiste. Craig Folbig demande un nouveau procès. Mais Kathleen n'a plus la force de se battre. Elle veut juste? Quoi? Elle ne sait pas. Un matin, elle va au cimetière. Seule. Elle trouve les 4 tombes. Caleb Gibson Folbig. Patrick Allen Folbig. Sarah Kathleen Folbig. Laura Elizabeth Folbig. 4 petites pierres tombales. Côte à côte. Kathleen s'agenouille. Pose ses mains sur la terre. Je suis revenu. Sa voix est un murmure. Je suis désolé.
Je suis tellement désolé. Je ne vous ai pas fait de mal. Je vous le jure. Mais je n'ai pas pu vous sauver non plus. Elle reste là longtemps. Les larmes coulent silencieusement. 20 ans de larmes retenues. Mes enfants sont partis 2 fois. Une fois quand ils sont morts. Une fois quand on m'a accusé de les avoir tués. Et moi, je reviens sans eux. Le vent souffle doucement. Les feuilles bruissent. Kathleen ferme les yeux. Je ne sais pas comment vivre avec cette liberté. Je ne sais pas comment continuer sans vous. Mais je vais essayer. Elle se relève. Essuie ses larmes. Regarde une dernière fois les tombes. Puis elle part. Les journalistes la retrouvent. Quelques jours plus tard. Ils l'attendent devant chez elle. Kathleen, une déclaration? Elle s'arrête. Regarde les caméras. Puis dit d'une voix calme, presque inaudible, mes enfants sont partis 2 fois. Et moi, je reviens sans eux. Elle ne dit rien d'autre. Entre chez elle. Ferme la porte. Décembre 2023. 6 mois après sa libération. La Cour d'appel criminelle de Nouvelle-Galles du Sud se réunit. Andrew Bell préside. Kathleen est présente. Tracy tient sa main. Bell lit le verdict. Bien que les verdicts du procès aient été raisonnablement ouverts sur les preuves alors disponibles, il existe maintenant un doute raisonnable quant à la culpabilité de Madame Folbig. Il est approprié que les condamnations de Madame Folbig soient annulées. La salle applaudit. Une ovation debout. Kathleen pleure. Tracy la serre contre elle. C'est fini. Vraiment fini. Kathleen est officiellement acquittée. Dehors, devant les caméras, Kathleen fait une déclaration. Sa voix tremble. Pendant presque un quart de siècle, j'ai fait face à l'incrédulité et à l'hostilité. J'ai subi des abus sous toutes leurs formes. J'ai espéré et prié qu'un jour je pourrais me tenir ici, avec mon nom blanchi. Elle s'arrête, reprend son souffle. Je suis reconnaissante que la science et la génétique actualisée m'aient donné des réponses sur la façon dont mes enfants sont morts. Mais sa voix se brise. Le système a préféré me blâmer, plutôt que d'accepter que parfois, les enfants peuvent mourir. Soudainement, inexplicablement, et de façon déchirante. Les journalistes posent des questions. Êtes-vous en colère? Allez-vous poursuivre l'État? Son avocate, Rané Rego, répond pour elle. Nous allons demander une compensation substantielle pour les années passées en prison. Kathleen ne dit rien. Elle rentre chez elle, dans son petit appartement, libre, innocentée, acquittée, mais pas en paix. Les semaines passent. Kathleen essaie de reconstruire sa vie. Mais c'est difficile. Les gens la reconnaissent dans la rue. Certains lui sourient. D'autres détournent le regard. Beaucoup murmurent. C'est elle. La mère? Ils ne finissent pas la phrase. Sur Internet, les débats continuent. Elle est innocente, la science l'a prouvé. 4 enfants morts, c'est louche quand même. Et les journaux? Elle a écrit qu'elle les avait étouffés. C'était métaphorique, bordel. Le monde hésite. Victime ou meurtrière? Kathleen lit les commentaires parfois. Elle ne devrait pas. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle voit la haine. Le doute. Le soupçon. Même innocentée, elle reste suspecte. Aux yeux de beaucoup. Craig ne l'a jamais contactée. Il vit quelque part, loin, et refuse toujours de la croire. Pour lui, elle reste coupable. Peu importe ce que dit la science. Kathleen fait des cauchemars. Elle rêve qu'elle est de retour en prison. Que tout a été une erreur. Qu'on vient la chercher à nouveau. Elle se réveille en sueur, le cœur battant, et met plusieurs minutes à réaliser qu'elle est libre. Elle voit un psychologue, une femme douce, qui l'écoute sans juger. Vous avez subi un traumatisme immense. Perdre vos enfants. Être accusé de les avoir tués. Passer 20 ans en prison. Il est normal que vous ne vous sentiez pas libre. Kathleen hoche la tête. Aucune cellule ne s'ouvre vraiment. Elle retourne au cimetière régulièrement. S'assoit devant les 4 tombes. Parle à ses enfants. On m'a dit que vous étiez malade.
que c'était génétique, que ce n'était pas ma faute. Mais pourquoi ça fait toujours aussi mal? Pas de réponse. Juste le vent. Un soir, elle écrit dans un nouveau journal. Comme avant. Comme toujours. Si je n'ai rien fait, pourquoi le silence fait-il si mal? Elle regarde la phrase. Pourquoi est-ce que je me sens toujours coupable? Elle comprend. Elle se sent coupable. De ne pas avoir su les sauver. De ne pas avoir compris qu'ils étaient malades. De ne pas avoir insisté. Pour plus de tests. Plus d'examens. Elle se sent coupable. D'avoir survécu. La vérité n'existe plus. Pas vraiment. 4 enfants sont morts. La génétique explique peut-être. Mais personne ne peut en être sûr à 100%. Il reste toujours un doute. Petit. Infime. Mais présent. Kathleen vit avec ce doute. Pas celui des autres. Le sien. Et si j'avais pu faire quelque chose? Et si j'avais été plus attentive? Et si? Les questions sans fin. En juillet 2024, elle soumet une demande de compensation au gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. Pour 20 ans de prison injustifiée. L'argent ne ramènera pas ses enfants. Ne lui rendra pas sa vie. Mais c'est une reconnaissance. Un aveu. Que le système s'est trompé. En avril 2025, Kathleen fait son premier voyage à l'étranger. Londres. Elle est invitée au Francis Crick Institute. Pour parler de son cas. Tracy l'accompagne. Devant une salle de scientifiques, de juristes, de médecins, Kathleen raconte son histoire. Sa voix est calme maintenant. Posée. J'ai perdu mes 4 enfants. Puis on m'a accusé de les avoir tués. J'ai passé 20 ans en prison. Pour des crimes que je n'ai pas commis. La science m'a libéré. Mais elle ne peut pas me rendre ce que j'ai perdu. Elle parle de l'importance du séquençage génétique. Après les morts infantiles inexpliquées. Si on avait su en 1989, peut-être que Laura aurait pu être sauvée. Peut-être que je n'aurais jamais été condamné. Sa voix se brise. Mais on ne peut pas remonter le temps. De retour en Australie, Kathleen continue sa vie. Petite. Discrète. Invisible presque. Elle ne cherche pas la célébrité. Elle ne veut pas être une icône. Elle veut juste exister. Mais elle porte toujours le poids de ce qui s'est passé. Libre, mais marquée. Innocentée, mais pas oubliée. L'innocente coupable. Coupable de n'avoir pas su sauver ses enfants. Coupable aux yeux de ceux qui doutent encore. Coupable de survivre quand eux sont morts.